Alors, il y a des micros qui sont devant vous. Je voudrais passer la parole en premier à Philippe Barbier, Pomona. Donc, vous avez vu, le groupe a fini par nous rejoindre, hein, pour ceux qui étaient en visite à Aix-les-Milles. Les gens sont là maintenant. Pomona et ces rencontres de la CGI, c'est une longue histoire. C'est vrai qu'on a reçu il y a quelques années, il y a 2 ans maintenant, Alain Schnapper, qui était directeur, enfin, qui est toujours d'ailleurs directeur technique et logistique de votre groupe. Demain, Jean-Brice Cernu, qui est le directeur de Passion Froid, sera avec nous pour la table ronde. Et c'est vous qui nous faites l'honneur d'être avec nous aujourd'hui. Vous avez écouté Catherine Pardo. Je sais que vous la connaissez bien parce que vous travaillez avec elle, notamment vous intervenez dans son enseignement à l'EM Lyon. Avant de vous demander votre regard sur les travaux de Catherine et sur l'évolution que vous voyez, vous, du commerce de gros, est-ce que vous voulez nous faire un petit portrait de Pomona pour ceux qui ne connaissent pas l'activité, les métiers Bon, et... rapide. 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 Pomona est un grossiste distributeur livreur, donc c'est pas du cash, c'est de la livraison avec des camions, qui, et on le verra, est un multispécialiste au sens où Catherine l'entend, puisque ce groupe qui fait 3 milliards 100 d'euros, qui emploie un petit 10 000 personnes, est organisé en branches qui sont spécialisées. Nous appelons ça des réseaux d'experts, donc on retrouve un mot qu'elle a employé, qui sont spécialisés par, soit pour une clientèle, en l'occurrence la restauration hors domicile, par filière produit. Il y en a 3 qui s'appellent Terre Azur, Passion Froid qui a été visité ce matin, Épicaveur. Terre Azur fait des fruits, des légumes et des poissons frais. Passion Froid fait des surgelés, des produits frais à température dirigée, donc un congélateur et un frigo sur roulette. Et puis Épicaveur fait des conserves, des nouilles de température ambiante. Et nous avons 2 autres branches qui s'adressent, elles, à des clientèles spécialisées. L'une, c'est les boulangers-pâtissiers et l'autre, ce sont les bouchers-charcutiers traiteurs. Ce sont des opérations récentes qu'on a démarrées pour l'une en 2007, pour l'autre en 2009. Voilà, donc ce sont des tailles différentes. Passion Froid, c'est 1,4 milliard, Terre Azur, 850 millions, Épicaveur, 500 millions. Et ce qu'on a démarré récemment par croissance externe, donc par opération de consolidation, comme le disait Catherine, dans les 2 branches que je viens de citer, c'est des affaires qui, à date, font un peu plus de 100 millions d'euros chacune. Voilà. Un petit clin d'œil par rapport justement à l'EM Lyon. Qu'est-ce que ça vous apporte à vous d'enseigner dans ce cursus? J'y suis allé pour l'instant une fois pour faire le témoignage du professionnel. C'est fort intéressant d'abord parce que ça me permet de discuter avec Catherine et je dois dire que je suis assez en phase avec ce qu'elle a dit ce matin. Et puis ça permet d'avoir la réaction des étudiants et ça permet de rester dans le coup, si je puis dire. Donc c'est tout à fait intéressant. Alors vous, il y a plusieurs années que vous êtes chez Pomona. Vous avez vu des transformations, des évolutions au fil des ans. Qu'est-ce qui vous marque le plus aujourd'hui? Et si on revient justement sur l'exposé de Catherine Pardo, qu'est-ce que vous retenez, vous, d'essentiel? Je vais dire qu'elle a raison à date. Moi, je trouve que les 6 points qu'elle a soulevés sont 6 bons points. Les 6. Bon. Alors après, chacun d'entre nous, en fonction de son métier, en fonction de ses filières, en fonction de l'histoire de son groupe et de sa stratégie, parce que les choix des entreprises sont différents, et ce sont des décisions stratégiques et des décisions de direction et de dirigeants, mais nous sommes, à mon avis, plus ou moins, suivant les secteurs et les fédérations, concernés plus ou moins fortement par les 6 touches du piano dans les dernières années et dans les années à venir, et donc pour nos équipes et pour la transformation. Que ça soit l'organisation de l'offre et en fait la segmentation de l'offre et la spécialisation de l'offre et la personnalisation de l'offre, qui était son premier thème, finalement, que ça soit après, derrière, et ça découle du point 1, cette notion d'expertise, d'élargissement de gamme, donc d'expertise, qui amène à ce que quand on fait plusieurs métiers, comme nous le faisons nous, pour couvrir de plus en plus de clientèle et de plus en plus de filières produits, finalement, la holding ou l'organisation devient multispécialiste, puisqu'elle œuvre sur plusieurs métiers pour couvrir un panel de choses, et ne pas tout noyer dans une masse énorme qui ferait qu'on ne s'y retrouverait plus. Le terme vous convient, multispécialiste? Moi, personnellement, il me convient. Je sais qu'il fait débat, mais tel que je l'entends, moi, et tel qu'on l'a défini ce matin, il me convient parce qu'il correspond à quelque chose que je vis. Il y a un Sud-Africain qui s'appelle Bidvest, qui est un groupe absolument énorme dans le commerce de gros, qui arrive à être l'équivalent de Rexel et de Sonepar, l'équivalent d'OCP, l'équivalent de Pomona, et lui, il fait tout. Il est grossiste partout. En ce sens, il est multi spécialiste. Bon. Voilà. La troisième chose, qu'est la consolidation. Bon, moi, je l'ai vécu chez Pomona depuis plusieurs années. Nous avons construit Épicaveur par croissance externe. Nous avons racheté des affaires de produits laitiers pour consolider Passion Froid qui a été visité ce matin. On a consolidé le secteur des fruits et légumes en France. On a consolidé
la distribution vers les boulangers-pâtissiers en achetant là des PME qui font partie de ce que Catherine appelle des réseaux d'indépendants, c'est-à-dire des groupements volontaires de grossistes, mais qui à un moment se disent qu'est-ce qu'on va devenir à l'avenir, comment est-ce qu'on va résister à la concentration de l'aval, à la concentration de l'amont. Et à ce moment-là, nous, on peut offrir une solution et amener quelque chose. De la même façon, dans le secteur de la distribution vers les bouchers, charcutiers, traiteurs, parce que c'est bizarrement un métier qui existe, avec des PME en France, qui sont donc des réseaux d'experts spécialisés sur des catégories de produits pour une catégorie de clients, avec des industriels au-dessus. Et l'internationalisation, c'est quelque chose qui, dans l'alimentaire, nous touche certainement moins que mes collègues ici, parce que nos produits sont extrêmement différents d'un pays à l'autre, les habitudes alimentaires sont différentes d'un produit à l'autre, le poids de la restauration collective et de la restauration commerciale est extrêmement différent d'un pays à l'autre. Et donc, je n'ai pas véritablement des synergies ou des économies d'échelle. L'internationalisation, c'est plutôt une réponse à un effet de relais de croissance. En fait, l'internationalisation, c'est à la fois une dilution des risques et un relais de croissance, moins que des recherches de synergie ou de recoupement de gamme ou de puissance d'achat envers des industriels qui seraient internationaux. C'est pas, dans l'alimentaire, il n'y a pas de grande réussite, d'ailleurs, dans le B2B alimentaire actuellement, d'une internationalisation probante. Donc nous sommes en train de le faire dans un certain nombre de pays, on pourra en reparler, mais plus comme relais de croissance et dilution de risque que comme autre chose. Et puis, on est évidemment concerné par la transformation digitale et numérique. On pourra y revenir aussi parce que, évidemment, nous parlons d'omnicanal, c'est le mot à la mode, mais je pense qu'on peut même élargir, si je puis me permettre, ce qu'a dit Catherine, en essayant de voir un peu plus large l'impact du digital et du numérique sur l'ensemble du parcours client et aller très très loin, y compris en intégrant le client avant qu'il nous connaisse, le client au moment où il commande certes, mais le client au moment où on le livre, et après la facturation et l'échange de données informatiques et les paiements, etc., etc. Et ça, c'est vraiment une vision totalement globale. Et puis, évidemment, tout ceci, vous le comprenez, entraîné dans mon groupe depuis 20 ans, qui était un groupe grossiste en fruits et légumes, mûrisseur de bananes, et qui, 20 ans après, n'a plus rien à voir. Ça entraîne forcément des transformations d'organisation. Oui, c'est vrai. Donc, les 6 critères, moi, je peux témoigner sur les 6 à un degré divers. Je pense qu'on n'aura pas les mêmes appuis sur chacun des 6 points. Mais pour vous, dans l'alimentaire, ils correspondent à une réalité. Ils correspondent à une réalité. Terrain. Mais alors, par exemple, quand on parlait tout à l'heure de demande du client final, qui devient de plus en plus importante pour le comportement du grossiste, vous qui faites surtout dans la restauration hors domicile, le client final, comment vous le considérez? C'est celui qui va manger à l'extérieur ou c'est celui qui gère le restaurant? C'est le convive. Et mon rêve, mon souhait, mon utopie, et nos 10 000 collaborateurs le savent, ce serait que les 10 000 collaborateurs de Pomona comprennent le client du client. Voilà. Alors avant que j'y arrive, je serai en retraite, mais c'est exactement ce qu'a dit Catherine. Il faut que nos équipes et que nous comprenions les tendances et les tendances du consommateur final pour être un aidant, pour aider le restaurateur ou la collectivité publique ou le boulanger ou le charcutier à comprendre. Il y a des gens qui font ça très bien, qui ont aidé les boulangers à le faire dans les années 98, 99, 2000, 2001, qui sont les marketeurs des moulins, de la farine. Nous, ce que nous livrons dans les boulangeries-pâtisseries, c'est tout ce qui n'est pas la farine. Tout le reste. Mais les moulins ont aidé et ont marketé leur offre, banette, fleurisette, machin truc et machin chose, pour aider la boulangerie-pâtisserie à se réadapter, à lutter contre la GMS et à redevenir un truc. Et nous, on est en train de les aider à devenir des lieux de restauration et de sandwicherie, c'est clair. C'est pour ça qu'on s'y est lancé. Donc, il faut-il encore qu'on comprenne bien les évolutions de la consommation. Mais là, on retombe dans la segmentation, dans l'expertise, dans la spécialisation, parce qu'on va s'apercevoir qu'il y a un nombre considérable de consommateurs, de convives différents, avec des attentes différentes. Et c'est un travail énorme de suivre en permanence tout cela. C'est un travail impossible ? Non, mais ça fera appel certainement au point 5, les technologies de l'information, non pas tant en tant que digital, là, mais en tant que big data, c'est-à-dire traitement des données, et quelle est notre capacité à avoir des systèmes informatiques énormes. Et là ça fera rappel sur le point concentration, parce qu'il faudra être très très gros.
Alors, Philippe Barbier, j'aimerais qu'on s'attarde un petit moment sur la dernière partie abordée par Catherine Pardo, sur les changements d'organisation et forcément sur la notion de nouveaux profils dans les entreprises ou évolution des profils des salariés et des personnes à recruter. On a la chance d'avoir de nombreux enseignants et inspecteurs pédagogiques en face de nous aujourd'hui. Vous, qu'est-ce que vous observez dans les recrutements que vous faites aujourd'hui? Quels sont les besoins que vous avez décelés pour répondre justement à cette transformation? Et qu'est-ce que vous attendez de l'enseignement dans le commerce de gros, tout bac pro, BTS confondu pour demain? Indépendamment du fait qu'on recrute toujours des personnalités et qu'après, nous sommes dans des métiers de proximité et que ce qui fonctionne, c'est la motivation des gens et comme le disait Enthoven hier, c'est la confiance qu'on leur accorde de façon gratuite pour les motiver et une confiance décrétée. Indépendamment de ça, ce que j'observe moi et comme changement chez Pomona que j'ai connu il y a 22 ans et qui était encore une fois quelque chose de fruits et légumes et qui croyait à la notion de filière. Moi j'observe dans nos recrutements, que ce soit au niveau des préparateurs de commandes ou des chauffeurs, mais que ce soit au niveau des commerciaux, mais que ce soit au-dessus au niveau de mes directeurs de site, comme celui qui a dû présenter Pomona Passion Froid à Aix ce matin, que ce soit au niveau de mes patrons de branche, donc des dirigeants de business unit ou du comité exécutif, c'est la transversalité à l'intérieur du commerce de gros qui vient contredire une sorte d'idée qu'on avait quand je suis arrivé dans ce groupe, qu'il fallait être né dans les fruits et légumes, connaître l'histoire de la fraise depuis sa plus tendre enfance et être capable d'expliquer l'évolution de la banane à travers les âges. Je crois qu'en réalité, moi je cherche des gens qui sont des spécialistes du commerce de gros et qui sont des spécialistes de ce qu'on appelait le client du client ou la capacité de compréhension des tendances d'évolution des consommateurs. Alors c'est pas pour ça que j'ai pas besoin après d'experts. Et si j'ai dit que j'étais un multispécialiste et que je gardais des branches séparées, c'est parce que je sais bien qu'il faut s'y connaître en fruits et légumes pour être chez Terre Azur, et je sais bien qu'il faut s'y connaître en boulangerie-pâtisserie pour être chez Délices et Créations. Mais ça, après, c'est notre boulot à nous de former nos garçons, nos filles, nos équipes, avec notre système de formation professionnelle interne qui est très important. Vous avez une école de formation interne à Pomona? Énorme. On a des écoles de formation par branche avec un truc central, mais en réalité, je crois beaucoup que, du moins c'est mon point de vue, c'est pour ça que les travaux de la CGI d'ailleurs sont intéressants, c'est parce qu'ils sont multisectoriels. Moi, j'ai dans mon équipe de direction quelqu'un qui était un des dirigeants de Rexel actuellement. Un de mes anciens bras droits dirige actuellement et est président d'autodistribution. Donc, il y a véritablement une perméabilité des métiers et des choses. Mais donc, êtes-vous en train de dire qu'au-delà des savoir-faire qui correspondent aux référentiels, des diplômes, etc., il faut de plus en plus également avoir des savoir-être et Oui. donner l'envie aux jeunes qui sont dans les filières de travailler dans le secteur et de bien faire dans le secteur? Oui, et justement, c'est l'intérêt peut-être de cette transversalité. C'est-à-dire que ne pas être enfermé dans des métiers qui ont des images petites, c'est de se rendre compte de la taille du commerce de gros, et c'est tout le combat que mène la CGI, de sa taille, de son attrait, de son intérêt, et de la possibilité de passer d'un métier de l'industriel, le secteur industriel, alimentaire, ou vice-versa. Et à ce moment-là, pour les garçons et pour les filles à qui on s'adresse, on va offrir une ouverture d'esprit et un champ qui est insoupçonné pour eux à date, et qui commence seulement à découvrir avec nos campagnes de com'. D'accord. Alors, tout à l'heure, on reviendra sur ces questions-là. Patrick Martin, si vous voulez bien prendre le micro, je voudrais qu'on présente un petit peu, vous allez le faire mieux que moi, mais je veux dire quelques mots, le groupe Martin Bellezou. C'est un groupe qui existe depuis 1829, a priori, un groupe familial qui, au départ, était spécialisé dans le négoce de produits sidérurgiques. Et maintenant, vous avez, surtout avec la croissance depuis la Seconde Guerre mondiale, diversifié l'activité depuis 50 ans, on va dire, à peu près. Et vous avez donc une stratégie de spécialisation par filiale. Expliquez-nous un petit peu votre modèle économique aujourd'hui et qu'est-ce que vous vendez? Donc effectivement, mon groupe existe depuis 1829. Alors je me permets de dire mon groupe parce qu'une de ses singularités, c'est qu'il est depuis l'origine familiale, étroitement contrôlé et dirigé par la famille fondatrice. C'est un peu atypique. C'est pas neutre, hein, je pense, dans les valeurs et dans le management du groupe. Il n'empêche que je suis le petit pousset par rapport à chacun de mes deux voisins. Pardon. Voilà. Donc notre développement en réalité est un peu plus récent en termes de volume, hein, puisqu'il s'est véritablement engagé à partir des années 80. Pour situer les choses,
J'insiste, nous sommes le petit pousset. Notre chiffre d'affaires consolidé 2013, c'est 483 millions d'euros. Et à la fin des années 80, c'était 35 millions d'euros. Alors, comment ça s'est fait? Essentiellement par croissance externe. On a, à notre modeste échelle, participé à la concentration de ce secteur d'activité qui, de mon point de vue, je crois que c'est largement partagé, n'est pas parachevé, cette concentration. Ce qui n'est pas inintéressant dans notre longue histoire, c'est que quand on parle d'évolution de l'offre, quand on parle d'évolution des gammes, on est un petit peu placé, ma société est un petit peu placée pour en parler, puisque évidemment en 1829, dans notre berceau géographique qui est le département de l'Ain, on ne vendait pas ce qu'on vend aujourd'hui. On ne vendait pas de pompe à chaleur, on ne vendait pas de roulement à billes. Pour vous dire les choses, on vendait du fer à cheval, du soc de charrue, on vendait des fonds funéraires. Voilà. Activité intéressante, mais dont on s'est dégagé. Donc partie de cette partie voilà. sidérurgique. Et partie effectivement d'une activité dite de marchand de fer qui existait à l'époque dans tous les chefs-lieux de canton et qui faisait, je dirais, la culture intensive, c'est-à-dire qu'on servait à des populations essentiellement rurales l'ensemble des produits qui les intéressaient, y compris dans ce qui n'était pas encore l'électroménager. Et puis l'évolution de l'économie que l'on connaît tous a fait que soit on restait sur ce positionnement et on disparaissait, ce qui est arrivé à un certain nombre d'acteurs de ce vieux métier, soit on s'adaptait, donc avec des clientèles de plus en plus industrielles, de plus en plus professionnelles. Et donc la nécessité de faire des arbitrages. Alors pour ce qui nous concerne, à partir de cette filiation, donc de marchand de fer assez généraliste sur un petit périmètre géographique, eh bien, nous nous sommes développés géographiquement et nous nous sommes spécialisés par métier, de sorte qu'à l'heure actuelle, notre chiffre d'affaires est réparti essentiellement sur 2 marchés. Je ne parle pas de produits, je parle bien de marchés. Le second œuvre technique du bâtiment, et je peux développer si vous le souhaitez, et les fournitures industrielles et équipements de protection individuelle. Il y a en termes de produits quelques chevauchements entre les 2 activités. Ça reste du B2B. On a un back-office strictement commun à ces différentes activités, systèmes d'information, finances, etc., etc. Mais il y a des singularités qui s'affirment au fil du temps. C'est-à-dire que vous avez effectivement des produits qui sont dans la gamme des 2 filiales. L'une s'appelle Tereva et l'autre Mabeo. Mabeo pour tout ce qui est industriel, Tereva pour tout ce qui va être plus sanitaire et chauffage. Donc quelquefois des produits qui sont dans les 2 gammes, mais c'est vraiment votre cible finale qui change entre l'industrie à qui on ne vend pas forcément la même chose que les installateurs sanitaires, par exemple. Oui, alors il y a des produits spécifiquement industriels, si on parle de composants hydrauliques ou pneumatiques, et puis il y a des produits spécifiquement second œuvre du bâtiment, baignoires. Il est rare qu'on vende des baignoires à nos clients industriels, où quand ils nous en demandent, c'est un peu douteux, c'est des petits arrangements personnels, on évite. Et rarement des roulements à billes à un plombier, par exemple. Voilà, ou c'est pour sa tondeuse, enfin bon, ça, voilà. On ne veut pas savoir, Bon, il y a malgré tout des constantes dans tout ce qui a été dit tout à l'heure. Moi, j'ai rien à retirer, rien à compléter. Je suis un peu plus nuancé sur la menace des pure players, dont Amazon Supply, parce que Grainger, que je regarde d'assez près, se défend remarquablement bien. Et malgré la pression tarifaire, en particulier qu'exerce Amazon Supply, les marges de Grainger restent à un niveau qui nous laisse rêveurs en France. Je dirais même qu'elles se confortent. Et que la part des ventes, mettons, sur Internet de Grainger augmente de manière spectaculaire, ce qui est assez rassurant pour nous. Alors, ça ne se fait pas naturellement chez eux. Bon, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas abordé le champ des nouvelles technologies et de la vente par Internet. Si, avec beaucoup de détermination, avec, je reviens au cœur du sujet, une notion qui n'a peut-être pas été suffisamment soulignée. On a, en tout cas chez nous, on a d'énormes enjeux en termes de productivité liés à ça, parce que finalement, quand on analyse, je dis bien dans mon entreprise, car rien d'exemplaire, quand on analyse les tâches, en définitive, de nos collaborateurs, il y en a beaucoup qui ont peu de valeur ajoutée et qui d'ailleurs ne sont pas forcément très épanouissantes pour les 10 collaborateurs. Je veux dire par là que c'est faire du renseignement primaire à des clients qui se déplacent ou qui téléphonent ou qui envoient des mails tout simplement pour interroger sur la disponibilité d'un produit, sur ses caractéristiques techniques, sur le prix net qui est consenti à ce client. Et de manière un peu vacharde, je dis parfois à mes salariés, que j'aime beaucoup par ailleurs, je leur dis, vous faites un peu office de serveur vocal. C'est pas très intéressant, ça n'a pas beaucoup de valeur ajoutée. Donc tout ce qui peut être détourné sur le web, qui est un outil évidemment extrêmement puissant, et qui dépollue en quelque sorte le travail primaire de renseignement de nos collaborateurs, c'est autant de temps qui peut être consacré à des tâches à bien meilleure valeur ajoutée dans le chiffrage d'offres complexes, sur la relance des offres, qui,
j'insiste bien, pas chez toi, mais chez moi, un domaine où on est particulièrement défaillant. On est une énorme usine à produire des offres qui ne sont pas relancées et qui donc ne se traduisent pas ensuite en commande. Et je pense donc qu'il y a un énorme enjeu de productivité, et d'intérêt du travail pour nos collaborateurs, étant précisé que mon objectif n'est pas du tout de réduire l'effectif de commerciaux, singulièrement de commerciaux sédentaires, mais de les faire évoluer donc vers des tâches à meilleure valeur ajoutée. D'un point de vue strictement commercial, moi je crois dur comme fer donc alors à l'omnicanal, au cross-canal, etc. Pour ce qui nous concerne, on a fait appel à un consultant qui intervient à mi-temps aux États-Unis pour Google et pour eBay, qui nous ouvre les yeux sur beaucoup de choses. Je pense que certains acteurs qu'on a vu émerger sans y prendre suffisamment attention dans notre domaine, en particulier de la distribution, plomberie, sanitaire, chauffage, qui déjà sont des gens qui faisaient de la vente à distance, pas uniquement du e-business. Ces gens-là, de mon point de vue, ont un peu mangé leur pain blanc, c'est-à-dire qu'ils ont surfé. Il y a des réussites brillantes que je peux citer en France. Sous ton contrôle, dans certaines lignes de produits, ces gens ont pris 30% de part de marché. Je parle de petits produits, plomberie, robinetterie, voilà. Ah, oui. Et pourquoi ont-ils réussi? Parce que de notre côté, en tout cas c'est le cas chez moi, on était très occupés par nos opérations de croissance externe, on était très occupés par des réorganisations internes et on a un petit peu délaissé les clients. Et ces compétiteurs nouveaux ont très bien compris une évidence qui, en tout cas à moi, avait un peu échappé, c'est-à-dire que les clients voulaient la réactivité et la fiabilité. Les acteurs traditionnels de notre secteur d'activité, me semble-t-il, sont en train de contre-attaquer. Le terme est un peu belliqueux, mais, en mettant en place des offres de même nature, mais adossées à des moyens financiers dans certains cas, logistiques, à des compétences techniques qui existent de tout temps. Donc les cartes sont en train de se redistribuer. Ça demande quelle réorganisation et quels investissements éventuellement cette vente à distance? Alors moi je pense qu'il y a des prérequis qui précisément vont, selon qu'ils sont remplis ou pas, vont contribuer à la redistribution des cartes. Alors évidemment je prêche pour ma paroisse, nous on a fait d'énormes investissements, très coûteux, très longs, très laborieux, un peu frustrants, pour, vous l'avez évoqué, organiser notre entreprise ou nos entreprises par spécialité métier, par marché. Ensuite, pour mettre en place des outils logistiques puissants. Et enfin, pour mutualiser les enseignes, en quelque sorte. Plus concrètement, on a fusionné dans chacun de ces pôles métiers, on a fusionné toutes les sociétés qu'on avait pu acquérir au fil du temps. Quand on parle d'Amazon, évidemment, on pense à la largeur de l'offre Amazon, on pense à la qualité du site Amazon, on pense à la gestion des données d'Amazon. Enfin, le cœur du réacteur, pour moi, c'est la logistique d'Amazon. Alors, je parle d'Amazon intégré, je ne parle pas d'Amazon place de marché. Et donc, nous, on a fait tout cet effort. Il me semble que dans nos professions, y compris certains très grands confrères, pour qui j'ai un infini respect et qui, je dois le dire, sont relativement, et donc a fortiori en valeur absolue, plus rentables que nous, sont un peu prisonniers à ce jour du fait qu'ils n'ont pas mené tout ce travail de rationalisation qui fait que sur la toile, on existe plus ou moins. Je veux dire par là que si vous avez 70 filiales en France, avec des gens forcément très compétents, tout ce que vous voudrez, des fonds de commerce de grande qualité, mais que chacune de ces 70 filiales exerce sous un nom historique, le plus souvent, avec une offre qui lui est propre, avec des moyens logistiques plus ou moins aboutis, mais qui, quoi qu'il en soit, lui sont propres, c'est très difficile d'adresser le marché qui est demandeur d'une offre très large, d'une qualité de service très forte et d'une grande simplicité dans les fonctionnements. Donc il y a des prérequis qui me paraissent très importants et que donc tout le monde ne remplit pas. Donc ça conduit au-delà de la seule mise en place d'un outil Internet, qui est elle-même compliquée, coûteuse, qui demande des compétences, tout ce que vous avez déjà pu évoquer. Ça demande quand même un travail de fond qui est colossal, faute de quoi ça ne sert à rien d'avoir un site Internet, à mon avis. Et alors, comment on arrive à concilier ce qu'on a vu sur le côté multi-spécialiste, qui est de plus en plus nécessaire, avec la gestion des stocks? Tout à l'heure, on parlait aussi des stocks qui tournent peu. Comment est-ce qu'on propose une offre diversifiée, y compris en vente à distance ou en e-commerce avec des points de retrait, par exemple, ou des livraisons, et une offre large et qui ne plombe pas en fait les comptes et les stocks de l'entreprise? Oui, alors je crois qu'on est rentré dans une période où, enfin j'enfonce une porte verte, ça m'arrive régulièrement. Le vrai enjeu, c'est la gestion de la complexité, parce qu'on a des clients qui sont de plus en plus avertis, qui sont de plus en plus divers,
et qui, à partir de là, ont des exigences de plus en plus variées et dans l'immédiateté. Donc la vraie difficulté, c'est d'essayer d'industrialiser de plus en plus des processus de plus en plus divers et complexes. Alors, le parti qu'on a pris, nous, c'est d'essayer de mutualiser des flux de plus en plus personnalisés autour d'une offre qui est au contraire très normée et d'outils, en l'occurrence essentiellement les plateformes logistiques et les systèmes d'information qui se veulent industriels. On reste des négociants, mais voilà, c'est ça le vrai enjeu. Je pense, et ça vient d'être évoqué, que la clé de tout, c'est le big data. Alors effectivement, ça coûte très cher, c'est une matière extrêmement évolutive, je pense qu'on peut y perdre son âme extrêmement vite, mais l'articulation entre ces outils supposément et ces offres supposément industrialisées et ces clientèles de plus en plus diverses et de plus en plus évolutives, c'est le big data. Et je pense qu'y compris dans nos métiers, il y a des acteurs qui, de ce point de vue, sont extrêmement pertinents. Il y en a un que Catherine Pardo connaît forcément et qui n'a pas été évoqué, pour lequel moi j'ai beaucoup d'admiration et qu'on benchmark avec beaucoup de modestie mais beaucoup de détermination, qui est RS Components. RS Components, ex-Radiosphere, c'est une machine de guerre extraordinaire. Je parle dans tous les sens. Je suis un peu plus nuancé quant au fait que le big data ou Internet, d'une manière générale, dépersonnalise la relation. Parce que quand on voit ce que ces gens-là sont capables de faire, comme Amazon le fait par ailleurs, de manière très intrusive, d'une certaine manière, quand on voit ce que RS Components est capable de faire en termes de qualification de ses clients, d'identification des besoins, de provocation des besoins d'une certaine manière, parce qu'ils ont des algorithmes extrêmement puissants qui vous amènent à dire que tel client, puisqu'il consomme à telle fréquence tel produit, doit bien consommer tel autre produit. Et c'est la machine qui gère ça. Ça ne les empêche pas d'avoir un front office commercial très bien structuré avec des compétences humaines. Donc tout ça bouge à une vitesse phénoménale. Alors, je sais que vous êtes en plus, vous, passionné par toutes ces questions-là, toutes les questions de nouvelles technologies, mais êtes-vous en train Je suis strictement incompétent. Et je ne le dis pas par provocation, je suis, à titre personnel, strictement incompétent. Mais je pense qu'il y a des choses passionnantes. Alors moi, je vais être provocateur par rapport à ce que vous dites sur le big data qu'a évoqué Philippe Barbier tout à l'heure. Est-ce que vous pensez, Patrick Martin, qu'à un moment donné, ce big data, avec une bonne programmation d'une machine, va remplacer le métier de technico-commercial ? Non, parce que je voudrais resituer les choses. Dans mon entreprise, et d'ailleurs c'est étonnamment aussi vrai dans l'activité, enfin sur le marché industrie que sur le marché bâtiment. C'est pas les mêmes équipes quand même. Non, mais les données statistiques sont assez troublantes et se vérifient. On se compare. Je m'expliquerai année après année. Pour ce qui nous concerne, la valeur moyenne d'un bon, d'une livraison, d'un enlèvement, tout ce que vous voudrez, est de l'ordre de 270 €. Et derrière ces 270 €, magie de la statistique, vous avez 2,7 produits. Et quand vous regardez d'où viennent ces 2,7 produits, généralement, ils viennent au moins de 2 fabricants différents. Ce qui d'ailleurs relativise la capacité des fabricants à faire de la vente en direct, compte tenu des valeurs et compte tenu de la diversité des produits livrés. Donc, avant que la machine sache identifier, même si je viens de dire le contraire, sache identifier les besoins du client, sache préconiser le produit qui lui conviendra, sache être force de proposition au-delà du produit qui dans l'immédiat l'intéresse, je pense qu'il va s'écouler du temps. Premier point. Deuxième point, singulièrement dans le monde du bâtiment, et je pense que c'est la réserve majeure au développement des nouvelles technologies, il y a un grand conservatisme. On le voit, on tente quelques expériences, en particulier pour, en pure player, attaquer certaines régions où nous ne sommes pas implantés. Vous pouvez être, et Philippe m'en fera le reproche, je peux être extrêmement agressif en termes de prix, avec un engagement de qualité de service très fort. Pour vous dire, nous on propose de rembourser 50% de la valeur d'un produit s'il n'est pas livré en temps et en heure, partout en France métropolitaine. Pour autant, on suscite peut-être de l'intérêt,
mais ça ne se traduit pas, en tout cas ça se traduit très progressivement en commande. Ça veut dire que le facteur humain reste extrêmement important. Alors justement, si on prend la loupe et qu'on regarde un peu les compétences et les profils métiers qu'il y a chez vous, est-ce que vous voulez nous en parler? Et puis tout à l'heure, Philippe Barbier disait il y a des passerelles possibles entre les métiers, entre l'alimentaire, et vous parliez de Rexel aussi, etc. Alors au niveau des cadres, peut-être, est-ce qu'au niveau des vendeurs, des vendeuses, des commerciaux, c'est possible aussi, à votre avis, dans ce que vous observez, vous déjà, entre la partie industrielle et la partie sanitaire? Oui, alors derrière tout ça, le client, on est tous clients, veut toujours le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire veut des gens hyper pointus techniquement, mais en même temps suffisamment mobiles intellectuellement et commercialement pour pouvoir trouver les solutions à tout sujet. Donc on ne parle pas ici des petits génies qu'on se doit tous d'embaucher sur ce qui est spécifiquement e-business, hein, soit des techniciens, soit des marketeurs, on parle des commerciaux. En définitive, très modestement, je veux dire, ce qui nous freine le plus dans le développement de cette approche, ce sont des facteurs culturels, c'est-à-dire la résistance interne à ces évolutions qui, pour moi, sont des lames de fond. Moi, j'ai aucun doute quant au fait que ça va prendre des proportions importantes. J'ai une interrogation sur le rythme auquel ça va se faire. Les freins qu'on a en interne, quels sont-ils ? On élargit l'offre à de nouvelles technologies, à de nouveaux produits. On a très souvent en interne des gens qui sont, y compris des gens assez jeunes, qui sont accrochés de par leur formation, de par ce qu'on leur a fait faire pendant des années, à une offre, à une technologie. J'illustre mon propos. Dans notre activité industrie, on a mis en place une offre dite un peu pompeusement automation mécatronique, qui agrège quoi? Qui agrège les automatismes hydrauliques, pneumatiques et électriques. Précédemment, nous avions des forces de vente spécialisées dans ces différentes lignes de produits. C'est horriblement coûteux, parce qu'en plus, ce sont des spécialités assez chères. Et on est parti du principe que les collaborateurs qui avaient en charge soit le pneumatique, soit l'hydraulique, soit l'électrique, intellectuellement, de par leur formation, étaient capables de gérer ces trois lignes de produits. On a des freins terribles qui se traduisent par des clashs dans un certain nombre de cas, parce que, y compris des trentenaires, disent non, moi je suis un spécialiste de la pneumatique, je ne veux pas m'occuper d'électrique. Donc on a un gros frein de ce côté-là. Et on a un gros frein dans le développement de l'offre e-business qui relève pour moi de l'irrationalité, c'est-à-dire la peur qu'ont nos collaborateurs de se tirer une balle dans le pied en disant oui, mais tous les flux qui vont être détournés vers Internet, je n'aurai plus à les gérer, donc je menace mon propre emploi en assurant la promotion de ces technologies. Ce qui sincèrement, n'est absolument pas notre objectif. Donc derrière tout ça, ce que l'on recherche de plus en plus, ce sont des capacités d'adaptation, une mobilité intellectuelle, une curiosité, et qui fait que... Là encore, des savoir-être, en fait. Mais bien sûr, et que les gens pigent. Alors on est certainement défaillant en termes de communication interne, parce qu'on martèle les messages en disant votre emploi n'est pas menacé, le sens de l'histoire, l'évolution du marché font que vous devez être vous-même mobile. C'est ça le principal obstacle. Il y a toujours des considérations financières, il y a des considérations technologiques, mais ça se gère. C'est la gestion du changement dans les esprits de nos collaborateurs, qui est pour moi de loin le principal enjeu. D'accord, on reviendra tout à l'heure sur 2-3 questions effectivement relatives à ces passerelles encore. Philippe Gruat, si vous voulez bien vous emparer du micro. Alors c'est bien que vous soyez au milieu entre Philippe Barbier et Patrick Martin, parce que finalement vous faites un peu le pont, on va dire, dans les métiers. Vous, aujourd'hui, vous êtes directeur général, adjoint de Point P. Alors Point P, on n'en parle plus vraiment. Vous me dites, on met un peu entre parenthèses, on met Saint-Gobain en avant maintenant, qui est le groupe. Mais vous avez aussi travaillé dans le commerce de gros alimentaire auparavant. Donc, vous êtes entre les deux métiers ? Non, je suis quand même dans les métiers de construction, même si j'ai fait une petite incursion dans l'alimentaire, dont je reparlerai peut-être au cours des expériences. Parlez-nous un peu du groupe Saint-Gobain, de la stratégie. Saint-Gobain, anciennement groupe Point P, est devenu il y a 2 mois Saint-Gobain Distribution Bâtiment, pour bien montrer l'appartenance, de ces activités à Saint-Gobain, mais sans aucune communication donc au niveau du client. Et c'était pour renforcer, au contraire, l'enseigne Point P, qui est notre enseigne phare et majeure du groupe dans les matériaux de construction. Juste un petit rappel sur l'évolution de cette quelques chiffres de ce métier. Aujourd'hui, 25 000 collaborateurs. 25 000 collaborateurs, 7 milliards 2200 points de vente, donc il y en a une trentaine sur Marseille, même, dans la ville. Et donc 11 enseignes principales dont je vais avoir l'occasion de parler. Alors quand je dis
une trentaine de points de vente. C'est-à-dire que ce matin, en sortant là, de la visite de la plateforme du bâtiment, il y avait un petit camion d'artisans avec une palette de tuiles dedans. Et en fait, j'étais incapable de dire s'ils sortaient de l'Asturienne, de plateforme du bâtiment ou de Point P. Donc c'est au même endroit, les trois étaient là, et c'est ce qui va un peu expliquer notre stratégie. Alors justement, cette stratégie, elle s'adresse à quel type de clients et comment vous avez structuré l'offre et la distribution? Je voudrais, comme mes deux petits camarades, refaire un petit retour en arrière sur la banane ou les métaux. Sur l'histoire qui remonte à quelle époque? C'est un gros siècle, hein, c'est un peu plus récent. Donc en fait, se crée une industrie notamment autour du ciment et des métaux au départ, avec une distribution forcément directe vis-à-vis des professionnels de l'époque. Donc on crée des cimenteries, des plâtreries et puis des sidérurgies qui amènent ces produits-là aux entreprises de bâtiments. Donc ce sont des produits basiques qui sont vendus donc directement à les entreprises, et ce qui existe encore dans certains pays, le Brésil, l'Inde, fonctionne encore comme ça avec des usines et puis des clients presque directement. Alors, donc, il y a des dépôts. Vous allez au Brésil, pas aujourd'hui, mais vous allez au Brésil, vous avez encore des cimenteries, des dépôts de ciment qui sont troupés des clients qui n'ont pas de véhicule pour le transporter. Et le sac est directement amené à 2 km autour du client. Donc l'histoire commence comme ça en France, que ce soit des métaux et autres, et puis petit à petit des dépôts, de plus en plus de dépôts, des dépôts de cimentiers, des dépôts d'entreprises de plâtre basiques, des dépôts de métaux. Et puis, commencent à arriver les produits fonte dans le bâtiment. On ne sait pas quoi faire des produits fonte. Les produits fonte, il y a des chaudières, des cordes de chauffe, il y a des baignoires fonte. Et tout ça, c'est la générale de fonderie qui est amenée à mettre ses produits, pourquoi pas chez un cimentier, parce qu'il y a déjà des dépôts de ciment. Donc se crée la fonte chez les marchands de métaux. Et donc le sanitaire chauffage dans les marchands de métaux comme les ancêtres de Patrick, ça devient des métaux d'un côté, du chauffage sanitaire de l'autre. L'offre, effectivement, de ces produits du bâtiment explose. C'est-à-dire que commence à y avoir des fenêtres industrielles, des produits industriels que certains d'entre vous ont vu ce matin. L'électricité donc explose aussi. Et donc, on retrouve ces produits-là dans des agences et des sociétés qui, se consolident, parce que comme l'a dit Patrick tout à l'heure, le système se concentre. La première génération, mettons années 50, en 80... la fille avocate, elle ne veut pas forcément reprendre la société. Donc en France spécifiquement, plus que dans d'autres pays, c'est pour ça que je vais revenir sur l'internalisation, le système se consolide. Tous nos collègues là, qu'on a connus au fur et à mesure du temps, beaucoup sont amenés à vendre leur société. Donc ça se consolide auprès d'acteurs, de groupes qui eux-mêmes se consolident entre eux. Et donc il y a cette partie-là. Et puis, au bout d'un moment, l'offre est tellement large qu'on est obligé d'éclater cette offre. Donc pour revenir à notre histoire, Poliette et Chausson, ciment français, les gens du ciment, ils ont des dépôts. Qu'est-ce que ça a à voir entre une cimenterie et des dépôts? Qu'est-ce que ça a à voir entre, à l'époque, Arcelor, Usinor, etc., et des dépôts? On en a ici qui viennent de la sidérurgie, qui font des métaux et du chauffage sanitaire. Donc, séparation entre l'industrie et le négoce, et puis une offre que j'ai connue, moi, il y a 35 ans, mais multiple avec de tout. Vous trouvez du sac de ciment, une baignoire, un peu d'électricité, parfois de la peinture, parfois de l'électroménager, des métaux. Dans un même point de vente. Dans un même point de vente. Et puis nous, comme ça s'appelle, alors pas Martin, mais ça s'appelle Durand, ça s'appelle Dupont, Dupont ça existe aussi, et du coup, on ne sait pas quoi faire. Alors on dit, tiens, quand même, on a 300, 400 points de vente, on va mettre un truc devant. Alors on appelle ça point P machin, point P chose, point P Y, point P Z. Et puis, on se retrouve avec parfois... on a eu dans des villes, je me rappelle de Cholet, on avait le spécialiste des revêtements de sol, moquette, etc. Et puis la centrale à béton. Donc ça faisait point P. Donc le client, il ne s'y retrouvait pas. Donc moi, j'étais un des premiers à dire, mais je m'occupais un peu de chauffage sanitaire à l'époque. Je dis, mais on ne peut pas appeler ça point P, c'est pas possible. On a racheté une société, elle fait que des métaux et du chauffage sanitaire. D'abord, les métaux, ce n'est pas notre métier, donc on va le revendre, et puis on va garder le chauffage sanitaire, on ne peut pas l'appeler point P. Donc on a commencé à dépoint-pétiser, si je puis dire, des sociétés pour leur donner un autre nom. Donc on est tombé sur CDO à un moment donné, 20 ans, et bon, c'est tombé là-dessus. Et puis on a coupé le point P en deux, puis on a dit, bon, ça c'est point P, c'est les matériaux, et puis CDO à côté. Alors parfois sur le même site, on a coupé en deux le bâtiment. Le bâtiment, on a séparé les équipes, alors traumatisme...
Voilà, parce qu'on dit couper en deux, ah non, c'est pas possible. Avant, j'étais bien, ma mutuelle, mon machin, mon truc. La même résistance au changement Voilà. qu'observait Patrick Martin. Et puis, on a commencé à racheter des choses, on ne sait plus comment les appeler. Bon. Et puis, alors on peut toujours post-rationaliser après, du coup, on est arrivé à cette transformation de l'offre, cette spécialisation, et puis avec beaucoup de problèmes de transformation humaine et d'organisation, à dire, bon, on va couper les enseignes et les adapter clients. Alors bien sûr, on avait toujours ça en tête, on était très orienté client, sauf que on faisait de tout. Alors tout ce qu'a dit Catherine tout à l'heure, je suis complètement d'accord, mais d'accord sur presque tout. Et la notion de multispécialiste, j'ai connu le multispécialiste avec des rayons, avec des gens qui étaient derrière le même comptoir, qui étaient des vrais spécialistes de leur métier. Un vrai spécialiste du carrelage, un vrai spécialiste de la menuiserie, c'est pas pareil. Quand on s'adresse à un carreleur ou à un menuisier, c'est pas la même chose. Et donc, ou le chauffage sanitaire. Et puis petit à petit, bien sûr, on est amené à vouloir gagner un petit peu d'argent, à rationaliser, on crée de la polyvalence, comment dire, ça c'est le mot. Et puis du coup, quand on arrivait à un comptoir, on se retrouvait avec des gens, je voudrais une menuiserie, c'était plus marqué menuiserie au-dessus, mais lui, il était plutôt spécialiste carrelage, quoi. Et donc on est arrivé à une sorte de généralisation. Alors ça s'est bien goupillé, parce que c'est là où on a coupé nos points de vente, on les a éclatés, on les a séparés, on les a orientés clients. Donc on a dit un plombier, un chauffagiste, c'est pas pareil qu'un maçon, c'est pas pareil. Mais dans le même point de vente, cette notion de multispécialiste, au sens d'un point de vente ou d'une enseigne, j'ai un peu de mal quand on n'a pas derrière une offre marketée très forte qui puisse être communiquée, je dirais, aux spécialistes dans le point de vente. Alors, on a pris un exemple tout à l'heure qu'on connaît bien, Patrick et moi, c'est d'un de nos confrères extrêmement successful qui est dans l'électricité. Il lui dit, je vais faire du chauffage. Il en fait, son offre existe, il fait du chauffage parce que l'évolution de la réglementation thermique, etc. Donc, dans ses propres points de vente, sans qu'il y ait de différenciation ou même presque d'animation, enfin, autant il est successful et je l'admire beaucoup, mais comment peut-on attirer un plombier chauffagiste en disant je suis un électricien, je suis le meilleur distributeur électrique et comment je peux attirer un autre type de clientèle? Alors, dans ce qu'on a dit, alors bien sûr il va y arriver d'une certaine façon, mais moi quand j'ai des points de vente qui sont, je pense que Patrick peut témoigner aussi, qui sont orientés plombier chauffagiste, à l'intérieur du point de vente, je crée une spécialisation, et tout à fait la même chose, par exemple pièces détachées chauffage. Alors c'est un petit compte d'exploitation séparé, je ne sais pas comment c'est chez toi, mais je suis obligé de mettre une marque en disant, voilà, là il y a un rayon pièces détachées chauffage avec un management, un marketing, une offre derrière, donc je lui mets un nom, j'en ai deux, j'ai Ditac et Dispart, toi aussi tu en as un, et donc parce que à l'intérieur du point de vente, il me faut une spécialisation. Il faut que j'indique que là, j'ai deux spécialistes qui sont des spécialistes mais vraiment, je les identifie et ils sont animés, marketés d'une façon différente. Alors, donc non seulement on divise par spécialité et par type de clients, mais à l'intérieur des magasins, voilà. On fait encore des marques différentes. Et à l'intérieur de tout ça, pourquoi aussi, et j'aurai l'occasion cet après-midi, on a un petit groupe de travail aussi, parce que donc non seulement l'offre, mais la logistique qui va derrière peut être très différente, les habitudes clients peuvent être très différentes. Un point P, météo de construction, on dit 20 minutes entre chaque point. Enfin, il faut qu'un client il soit 20 minutes d'un point P. Si je suis un spécialiste... C'est la réalité, ça ? Bois panneau, oui, on arrive aujourd'hui à... Je reviens après sur la couverture géographique et l'internationalisation, mais si je veux livrer un menuisier, c'est ceux qui ont besoin de bois panneau, un rayon de 200 km est suffisant, et je livre. Le menuisier ne va pas chercher son panneau, d'abord c'est très compliqué à transporter, il veut se faire livrer. Donc, à ce moment-là, alors là aussi on a dépoinpétisé des points P pour leur donner une image bois panneau avec une logistique très différente, une offre bien spécialisée, bois panneau avec les champs, etc. Je ne connais pas tout, loin de là. Et donc parce que, je dirais, on avait ce mélange des genres. Alors je ne sais pas s'il y a des Savoyards dans la salle, mais moi je suis né à Chambéry, il y a une société qui s'appelait Bollon, qui était le roi du bois panneau à Chambéry, on le voit bien passer. Mais pareil, point P, c'est Bollon, donc c'est du bois panneau. Ben non, point P, c'était des matériaux. Donc on l'a appelé Dispano, on a créé cette marque,
pour effectivement avoir des rayons d'action, des transformations, des offres qui sont véritablement spécialisées pour ce type de clientèle bois panneau. Alors, dans tout ce que je dis, c'est vraiment de la post-rationalisation, hein, parce que si je reprends l'histoire, ça c'est pas, j'en rêvais il y a 30 ans, mais aujourd'hui on le fait plus ou moins, de cette façon-là, on n'a pas encore complètement terminé. Et la force aussi, c'est effectivement le fait de suivre ses clients, c'est bien ce qui a été dit, c'est de s'orienter client. Et donc, dans la partie géographique, effectivement, on s'aperçoit de la force et une couverture nationale et de pouvoir jouer, profiter de l'effet centrifuge de notre clientèle, c'est-à-dire de plus en plus de petits clients et de plus en plus de gros et plus de clients intermédiaires, qui est une des caractéristiques, je ne pense pas que ce soit uniquement dans notre métier, mais c'est très vrai dans le bâtiment. Et donc dans plusieurs villes, il y a plusieurs enseignes de Saint-Gobain Distribution. Voilà, mais alors nous on est adapté, donc on cherche le petit client, on pourrait être que local, voire régional. Aujourd'hui, les grands clients, vous les connaissez, c'est Bouygues, Vinci, Eiffage et autres GDF, Suez, Veolia. Donc, on n'a plus tellement de clients intermédiaires. Et donc, la couverture nationale sert effectivement, à la satisfaction de grands clients. Et donc, on va pour ces grands clients jusqu'à avoir des offres. Alors, c'est pas facile, hein, parce que c'est du big, comme on dit, donc la relation est difficile. Mais avoir des offres qui soient personnalisées, voire des agences, des équipes spécialisées pour eux, qui s'appuient sur des points de vente ou non. Et on est, après c'est une expérience aussi d'Air Liquide, mais on peut être amené à faire une agence sur un chantier, un gros chantier communautaire. On monte une agence, alors qui peut être multi-enseigne ou une enseigne, etc. On s'adapte complètement à un chantier. Et pendant 2, 3, 4 ans, on va s'installer chez le client, dans le process du client, pour lui servir l'ensemble des matériaux. Donc, en termes de clientèle, couverture géographique pour les grands clients. Oui. Les petits, maintenant, on couvre à peu près, toute la France. Petite remarque sur la partie internationalisation. Donc, juste, pardon, pour revenir aux clients, est-ce que vous vous intéressez à un moment donné, comme on l'a pu le voir, aux clients du client, c'est-à-dire au client final, dans l'esprit B2B2C? Pour ceux qui ont visité CDO, vous pouvez y retourner cet après-midi, hein, c'est juste à traverser la rue, hein, c'est pas très loin. Donc, effectivement, comme Patrick, dans le métier de tout ce qui est salle de bain, carrelage, on va parler du chauffage tout à l'heure, ce qui n'est pas toujours évident. Bien évidemment que nous avons, alors depuis, ça fait à peu près une quarantaine d'années que la profession propose donc à ses clients des salles d'exposition, des showrooms, pour que leurs clients puissent choisir leurs produits. Puis après sont venus les catalogues, hein, même la plateforme du bâtiment qu'on a visité ce matin, qui est 100% pro, fournit à ses clients professionnels un catalogue sans prix pour que leurs clients puissent faire des choix à l'intérieur de ça. Donc bien évidemment, nos professions, qui sont une chaîne longue, proposent des outils. C'est pas si simple que ça, parce qu'autant la salle de bain, oui, ça, on peut comprendre qu'on puisse aller choisir sa salle de bain en face, il y a bien sûr une offre assez large. Par contre, on a depuis toujours un gros problème de pricing, hein, c'est-à-dire que comme on est dans la chaîne longue, il y a des prix publics affichés qui sont, très élevés, avec des remises considérables aux professionnels, et une comparaison par rapport à d'autres circuits courts qui ne tient pas la route. Alors on résout ça plus ou moins, mais on a toujours ce problème de chaîne longue vis-à-vis de chaîne courte, notamment au niveau du prix. Le prix installé est très correct, hein, dans notre filière longue. Le problème, c'est comment il apparaît avec un prix facial élevé et un prix de main-d'œuvre qui est, comme vous le savez, la moitié de celui d'un garagiste dans le métier du bâtiment. Alors, Philippe, un mot sur le côté international, mais j'aimerais, avant qu'on passe la parole à la salle, après qu'on revienne aussi à la même question que j'ai posée à vos deux voisins sur les métiers, mais pour le côté international, je crois que 40% du chiffre d'affaires du groupe, c'est à l'étranger aujourd'hui. Donc, la concentration dont je parlais tout à l'heure, elle s'est faite sous l'égide de Paribas à l'époque, dans notre groupe, vendu à Saint-Gobain, qui était plutôt un industriel du verre, mais qui l'est devenu aussi des matériaux de construction et de l'habitat durable. Et Saint-Gobain, en 1996, après cette acquisition de Polyette, s'est lancé effectivement dans des développements internationaux, essentiellement européens. Force est de constater, comme le disait Philippe, que dans nos métiers, à partir du moment où les clients ne sont pas internationaux, même si Bouygues et Vinci le sont un peu, mais ils ne travaillent pas beaucoup entre filiales du même groupe.
Bon, c'est intéressant. Je vais voir les Suisses d'un côté qui font... je vais voir mais très franchement, j'y apprends pas grand-chose. Je pourrais aller voir des concurrents étrangers. Alors, l'électricité, c'est très très différent parce que ce qui se passe dans l'électricité, c'est que le métier est extrêmement concentré au niveau de l'industrie. Donc en fait, je ne vais pas dire comment on appelle les deux distributeurs français et les deux industriels français qui sont tous les quatre des leaders mondiaux, hein, 2 dans l'industrie, 2 dans la distribution, la bande des 4, hein, vous avez deviné. Mais ils travaillent très bien ensemble et je pense que il y a une réelle synergie, un réel besoin de s'internationaliser parce qu'ils font ces développements ensemble. Écoutez, Jean-Pascal Tricoire, c'est vraiment une boîte internationale avec. Et les Rexel l'est aussi, et ce n'est pas aussi. Donc, encore une fois, ils sont bien sûr tous. Ils sont concurrents, ils sont complémentaires, ils sont fournisseurs, clients, etc. Mais c'est une véritable réussite d'origine française, internationale, mais avec un vrai intérêt. Moi, j'ai été dans la distribution. Dans l'industrie aussi, donc j'ai vu mes distributeurs un peu partout dans le monde. Bon, la distribution de plaques de plâtre aux États-Unis, ce qu'elle doit se concentrer, ce sont des distributeurs, la logistique locale. Ils peuvent tourner dans 3-4 États, mais entre la Californie, le Massachusetts, distribution de plaques de plâtre, il y a les industriels qui tiennent bien la chose, et autrement. Alors mais avec la distribution de plaques de plâtre en France, à part l'intérêt, je ne ressens pas cet intérêt parce que les industriels sont très différents. Alors on le voit un petit peu en chauffage sanitaire en Europe, et puis parce que les clients surtout ne sont pas internationaux. Donc Air Liquide, moi, encore une fois dans la distribution de gaz, il y avait le soudage qui est un métier local, hein, traditionnel. Bon, l'internationalisation c'était bien au niveau de l'innovation, de la technologie et encore. Par contre, l'électronique primaire, quand Intel ou Texas Instruments disaient voilà, je fais ça, il fallait aller dans le pays en même temps qu'eux, créer une filiale, créer une usine de gaz industriel dans le pays pour qu'on puisse le distribuer ou l'acheter chez le concurrent, mais il fallait suivre le client. Le client disait moi je suis Intel, je suis Texas Instruments, et je pense que toi Patrick, tu as été amené aussi à suivre un client dans tel et tel pays quand parce qu'il qu'il est international. Tout à fait. Pour l'instant, si quelqu'un nous disait venez en Angleterre parce que Vous suivez me suivre avec votre modèle, on le ferait certainement. Voilà. Alors là, on l'a fait par acquisition, mais encore une fois, s'il n'y a pas la partie industrielle et la partie client, ce qu'on n'a pas aujourd'hui, on est internationaux. Oui, d'accord. Mais voilà. Alors, Philippe Gruat, un mot sur les métiers. Tout à l'heure, que ce soit Philippe Barbier ou Patrick Martin, on parlait d'ouverture d'esprit, d'être moins en opposition avec le changement, d'être plus ouvert au changement, etc. Pour vous aussi, ce sont des critères importants pour les recrutements que vous ferez demain ? Oui, alors, la question a été posée ce matin deux fois là, dans la visite, c'est quel type de profil qui voulez-vous recruter ? Et donc, est-ce que c'est origine commerciale, origine technique Au-delà de l'aspect formation, moi ce que je dirais, ce que l'on recherche, et je pense que l'exemple de la plateforme du bâtiment est assez intéressant, parce que c'est une création, c'est une des rares créations qu'on ait faites, c'est véritablement le profil des personnes, le profil vraiment humain, de comportemental. Et on cherche des marketeurs, même s'ils sont au comptoir et autres, on cherche des choses qui sont orientées clients, c'est-à-dire qui comprennent les besoins du client, qui rentrent dans son système, mais qui comprennent les besoins du client. C'est-à-dire que la plateforme du bâtiment, qui était une création, donc on a eu la chance de pouvoir créer une sorte de de secte, je ne vais pas dire ça, mais vraiment, les gens qui disent, voilà, le client rentre, c'est le roi, c'est lui, il faut le comprendre, il faut le suivre, etc. Et donc la réponse qui a été faite par le patron de la plateforme du bâtiment de Marseille, c'est qu'importe du moment qu'il est d'abord à l'écoute du client, il le comprend, qu'il soit d'origine technique, d'origine commerciale. Et donc s'il y avait quelque chose à, je dirais, insuffler au futur recrue, c'est vraiment ce sens fondamental du client qui est assez, qui évolue beaucoup, mais assez dramatique en France, et qui l'a été dans le commerce de gros. Ça évolue considérablement, hein, mais c'est de montrer que le client nous fait vivre, il faut le comprendre, il faut avoir un tropisme client fort dans ses besoins, dans sa compréhension. Est-ce que ce sont des choses qu'on peut mettre en équation, ça, ou c'est comportemental ?
moi, je fais aussi un petit peu d'enseignement là, et en intervention comme Philippe, et dans l'école d'ingénieurs. Et je trouve que les ingénieurs, quand on leur fait un cours de 3-4 heures de marketing pour leur dire, voilà, vous allez avoir des clients. Et en fait, dans l'industrie des matériaux ou dans la distribution, un ingénieur, il connaît la technique. Si on lui donne, par exemple, un master à l'EM Lyon, là, qui fait après, si on lui donne une compréhension du client et qu'on l'éduque à cette écoute et à ce qu'il va faire, on le transforme complètement. On est gagnant-gagnant, quoi, hein. Donc, j'irais dans les BTS, que vous pouvez enseigner, si on peut donner ce sens du client, les exemples, il y a eu des tas de bouquins qui ont été faits là-dessus, faire comprendre comment une entreprise peut être successful, comment on peut s'éclater aussi dans une entreprise qui est en phase avec ses clients, qui les comprend, qui les accompagne. Personnel et personnalisé, comme on a dit. Patrick Martin, vous voulez rajouter quelque chose par rapport à ça? Vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Philippe Gruer? Je suis complètement d'accord. Je voudrais, mais c'était en filigrane hein, dans ce que tu disais, on a quand même une exigence croissante de rigueur d'organisation. Qui n'est pas du tout contradictoire avec le sens du commerce. Hein. Et là aussi, chez moi, il y a des freins, puisque, y compris autour du e-business, enfin des solutions de mobilité, etc., on encadre et on norme beaucoup plus le travail de nos collaborateurs, avec une traçabilité, je dirais, de ce travail, de la fréquence de visite, du nombre de visites, de la qualification des visites, qui décape un petit peu, qui dérange même un certain nombre d'anciens, qui pour certains avaient d'excellents résultats, mais à leur manière. Et donc, pour les nouveaux venus, le moins qu'on puisse faire, c'est de leur dire dès le départ, oui, soyez curieux, oui, allez au-devant du client, piger ses attentes, créer un relationnel avec lui, mais quand même dans un mode d'organisation qui est certainement beaucoup plus normatif qu'il n'était auparavant. Philippe Barbier, pardon, je vous donne un micro d'une seconde, mais Philippe Barbier, j'aimerais que vous donniez votre point de vue sur ce qu'ont dit vos deux confrères et sur la notion aussi de mobilité. J'aimerais qu'on revienne à cette question aussi de mobilité, soit interne, soit externe des carrières. Juste rebondir sur deux choses. Une qui a été dite là à ma gauche, que je trouvais très intéressante, sur l'histoire de Point P et les débats visiblement internes et les hésitations, les allers-retours sur les enseignes et comment je m'appelle, et la spécialisation ou la multispécialisation. Comme je le disais tout à l'heure, c'est quand même des choix d'entreprise, c'est des choix stratégiques. Il y a forcément un moment où l'entreprise a fait des choix dans sa spécialisation et dans sa spécialité. Effectivement, nous, Pomona, ça surprend quelquefois notre modèle. On me dit, mais dans la même ville, vous avez TerAsure, groupe Pomona, Passion Froid, groupe Pomona, Epicsaveur, groupe Pomona, Délices et Créations, groupe Pomona, et puis maintenant Saveur Notoin, groupe Pomona. Dans les grandes villes, j'ai 5 entreprises. L'une livre les boulangers, l'autre les charcutiers, puis les 3 autres font des filières dans la restauration. C'est un choix stratégique qui correspond à mes yeux, et il le disait très bien aussi, à une logique logistique, parce que ce sont des logistiques différentes. Mais ça, ce sont des choix d'entreprise, et puis après, on porte ça, et quelque part, on ne fait pas tous les mêmes choix. Et heureusement, et c'est là qu'on fait... Mais les choix se ressemblent quand même. C'est là qu'on fait ou pas la différence, mais ça prouve bien qu'on hésite, et ça prouve bien qu'on fait des allers-retours, et ça prouve bien qu'on peut... Et si je fais venir des consultants chez moi, McKinsey, BCG vont me dire, c'est complètement con, il faut tout fusionner, vous allez économiser plein d'argent. Bon, on va tout planter, à mes yeux, mais chacun aura son point de vue. Voilà. Et alors justement, donc ça, ce que je veux dire par là, c'est que ça, on a encore un degré de liberté, c'est celui de faire nos choix organisationnels et stratégiques. Mais ça revient à ma question de la mobilité entre ces enseignes qui sont chez nous, elle est totale. Chez nous, on peut faire une carrière chez Pomona aujourd'hui? Bien sûr, c'est l'intérêt du truc, entre nous, soit dit. Epicsaveur a été construit dans les années 2000 avec des numéros 2 et des numéros 3 de Passion Froid. Délices et Créations a été créé avec des gens de TerAsure, de Passion Froid, d'Epicsaveur et des PME qu'on racheté. Et de Saveur d'Antoine est un melting pot absolument incroyable de tous ces gens. Et heureusement qu'on a ça, parce que sans ça, on aurait des blocages de carrière. Nos gars ne peuvent pas tous terminer là-dessus. Donc ça nous a beaucoup aidé en termes humains et en termes humains. C'est la première chose que je veux dire. La seconde chose, pour revenir à ce que disait Patrick Martin, sur le big data, les données informatiques. Je suis très d'accord avec lui pour dire que modéliser, surtout dans l'alimentaire, où nous livrons 12 à 13 lignes par commande, et où nous avons ce qu'on appelle des substitutions, puisque les clients mangent tous les jours, et qu'il y a quelquefois des ruptures dans les produits, et que nous leur proposons des substitutions, en disant il n'y a plus de haricots verts surgelés, prenez-nous des choux-fleurs. La modélisation informatique de tout cela n'est pas d'une évidence folle. C'est le moins qu'on puisse dire. Par contre, le big data, moi je le voyais aussi, non pas tant vers l'aval, parce que je suis tout à fait d'accord,
que vers l'amont. Nous sommes dans des métiers où les industriels de l'agroalimentaire sont complètement perdus devant ce qu'on appelle la restauration hors domicile, auquel personne ne comprend vraiment bien les choses, avec des tendances nouvelles qui s'appellent vente à emporter, nomadisme, food truck, sandwicherie. Et là, les industriels de l'agroalimentaire, Coca-Cola, Lactalis, Bonduelle, McCain, sont complètement démunis en disant mais comment ça marche, par où ça va, c'est où, comment ça se passe. Il n'y a pas de chiffres, il n'y a pas de données, il n'y a pas de quantitatif, il n'y a pas de qualitatif. Ce que je pense, là aussi ça relève peut-être du rêve, c'est que les entreprises multispécialistes qui auront les informations et qui auront les datas et qui sauront les exploiter auront une force extraordinaire, retrouvant en cela un truc des métiers de gros du XXe siècle ou du XIXe siècle, qui était qu'en fait l'information c'est le savoir, finalement. La puissance de feu c'est le savoir. On s'est fait chanter, nous grossistes, par la capacité de l'aval et de l'amont à se parler, etc. Les traders ont disparu, les importateurs ont disparu. C'est des métiers que Pomona faisait, qui ne servent plus à grand-chose. À l'inverse, on peut recréer peut-être, mais bon, voilà, je suis dans le mythe ou dans le rêve, mais la capacité de maîtriser l'information pour nos fournisseurs et pour leur donner. Voilà. Troisième chose, après, c'était sur les hommes. Là, vous posiez la question des... Ouais, aussi sur la question des carrières, des mobilités, la mobilité intersecteur, c'est-à-dire que... Oui, moi je crois qu'en fait, ils ont dit ce qu'on disait tout à l'heure, client du client. À partir du moment où, mettons nos commerciaux, on leur dit ce qui est important pour vous, avec effectivement des indicateurs d'effort, et pas seulement des indicateurs de résultats. Bon, les VRP des années 50 étaient payés au résultat. Les commerciaux, attachés commerciaux de nos entreprises actuellement, sont suivis à la fois sur leurs résultats et sur leurs indicateurs d'effort, leur nombre de visites, le nombre de lignes, etc. etc. Mais ce qu'il faut qu'ils comprennent, c'est si tu es chez nous, si tu vas dans une des 3 branches restauration, bien sûr, tu vas t'y connaître soit en épicerie, soit en produits surgelés, soit en fruits et légumes. Ton vrai problème, c'est de t'intéresser à l'évolution de la restauration. Et ce que c'est qu'un food truck, à quoi ça sert, et pourquoi un restaurant a des problèmes, pourquoi il a des problèmes de normes, d'hygiène. Parce que la conversation avec le restaurateur sera beaucoup plus intéressante pour mon commercial s'il peut lui parler d'égal à égal. Et de la même façon, mon commercial qu'on va muter dans la branche boulangerie-pâtisserie, on lui apprendra les produits. On va mettre 1 an, on va mettre 2 ans, c'est pas très grave. Ce qui est important, c'est qu'il ait l'ouverture d'esprit, la formation marketing à l'origine, pour se dire, on m'envoie pour essayer de comprendre sur la zone qu'on m'a donnée les besoins des clients. Et donc, il faut que je m'intéresse à la profession de la boulangerie-pâtisserie, à son évolution, à ce que je lis dans les journaux, à ce que j'ai lu, qu'ils ont un nouvel impôt, une TVA en plus, une TVA en moins, qu'ils ont du problème pour avoir du personnel. Donc, peut-être que mes produits, services que je leur offre, je vais pouvoir leur donner, puisqu'effectivement, ils ont des problèmes de main-d'œuvre. Voilà, à partir de ce moment où nos commerciaux, on leur donnera cette ouverture d'esprit, nous, je pense, nous les formerons à nos produits. Et capacité après à réagir. D'accord. Merci. On va faire circuler les micros dans la salle pour que vous puissiez poser des questions à Philippe Gruat, Philippe Barbier et Patrick Martin. Vous voulez rajouter un mot très bref avant qu'on fasse circuler les micros ? Digital et le cross-canal. Et ça va rebondir sur les propos de Patrick. Donc, on a une vingtaine de sites qui fonctionnent pas trop mal, mais qui sont très très insuffisants. Par contre, par rapport à ce que vous disiez sur l'arrivée d'Amazon un jour dans notre secteur, et puis ce qu'on a pu voir venant notamment de Quincaillier développant ces produits-là, et par rapport à ce que dit Patrick sur la partie process, c'est-à-dire que dans nos enseignes, on est amené de plus en plus à processer parce qu'on cherche une certaine rentabilité, et puis parce qu'on a des systèmes et autres. On se laisse comme des degrés de liberté forts, et donc quand on a vu ce qui s'était passé au Royaume-Uni, l'intérêt comme de voir ce qui se passe chez les voisins était présent. Donc avec Screwfix, Screwfix c'est l'Amazon des produits, donc qui est passé de 0 à, je crois, c'est 600 millions de livres en 3-4 ans. Donc on s'est dit, on va créer notre propre Screwfix, et là on a pris 60 personnes, donc venant un peu de chez nous, un peu d'Amazon, un peu de tout. Et puis on a dit, voilà, à part, je dirais, les valeurs, bien sûr, du groupe, et puis l'éthique à respecter quand on est Saint-Gobain ou toute autre entreprise, et puis le reporting à J+2 à la fin du mois, là, le reste, faites ce que vous voulez. Prenez le système que vous voulez, etc. Ouais. Vous créez l'entreprise, et donc, ça s'appelle Outils, ça a été créé il y a 1 an et demi, et c'est sur le marché depuis 3-4 mois. C'est encore très très modeste, mais c'est une équipe complètement. On dit, vous n'avez pas de règles, parce qu'autrement, on est un peu limité dans
tous nos systèmes. Alors on a eu le seul problème qu'on a eu au niveau du groupe, c'était parce qu'il a fallu créer une société juridique. Alors comme il y en a 1700 chez Saint-Gobain, à chaque fois le président s'énerve parce que dis-moi associé. Alors, quand on veut en créer une, c'est un peu compliqué. C'est le seul problème qu'on a, mais autrement liberté totale d'action pour une offre, alors cross-canal, qui va cannibaliser nos enseignes, qui énerve Patrick, qui m'énerve moi dans mes autres enseignes aussi, qui va non seulement une offre donc bien sûr digitale, mais qui va mettre des estancos là où on est déjà, parce qu'on ne va pas relouer des choses pour mettre... Alors ils font des marques différentes ou les mêmes, des prix qu'on considère comme étant très déconnants, mais c'est comme ça, c'est la vie. Et puis ils vont se mettre en plus dans nos points de vente existants, avec parfois nos fournisseurs existants, quoi. Mais c'est ça, autrement, on va faire comme les Anglais, ils disent maintenant Screwfix, rien du tout. 600 millions de livres en 4 ans, je crois, 5 ans, enfin, étonnant, quoi. Alors, et Screwfix a des agences physiques. Philippe Bruat, alors je sais qu'il y a des conseillers dans la salle. Patrick Martin voulait dire un mot, me dit je ne peux pas ne pas parler après, mais on va vraiment laisser le micro à la salle après. Hein. Non, mais quand on parle de choix stratégiques, de définition des cibles et des portefeuilles clients, du portefeuille d'offres, produits, services, etc., ça c'est un véritable choix. Alors, bon, Saint-Gobain a des moyens que j'ai pas, puis je les aurai jamais. Pas encore. Non. donc Saint-Gobain peut procéder par test. Nous, on a pris le parti d'intégrer complètement notre offre e-business. D'abord parce qu'il nous a semblé que pour faire du cross-canal, on a tous compris que ta nouvelle enseigne allait créer des établissements. Il faut quand même que ce soit logé d'un point de vue très pratique, que les clients aient les mêmes prix et les mêmes factures selon qu'ils commandent sur Internet pour enlever dans un magasin ou pour se faire livrer. Et pourquoi on a fait ça, je finis, je vous promets. Pourquoi on a fait ça? Parce qu'on a observé une expérience que tu connais parfaitement d'un grand confrère qui a changé de main récemment et qui, à l'époque, a monté une offre vente à distance e-business indépendante de son réseau. Le meilleur ennemi, me semble-t-il, le meilleur ennemi de cette offre Internet, c'était les commerciaux tradis, je dirais, de l'enseigne qui avait lancé cette offre Internet. Et ça me renvoie à tous ces problèmes de résistance au changement, d'appréhension face aux nouvelles technologies. Enfin, on a des sujets qui sont passionnants, mais qui demandent de faire des choix. Merci.